Bienvenue pour une présentation de ce à quoi pourrait ressembler une gestion de projet classique dans Beetledo. À partir d'un compte Beetledo vierge, vous avez la possibilité de charger un certain nombre de tâches correspondant à une structure typique. Par exemple, la première d'entre elles est la structure de projet classique qui comporte 30 éléments. Ça paraît un peu beaucoup, mais la gestion d'un projet est assez complexe. Et on va voir que on peut encore en rajouter et que tout ça tient debout. Alors, si je regarde, j'ai chargé mes éléments, je vais faire le tour de mes différentes listes pour vous montrer qu'est-ce qu'on a chargé. Dans la liste d'objectifs, on va retrouver un élément de besoin, c'est l'expression du besoin qu'a fait votre client ou que vous avez fait vous-même. Par la suite, ce besoin va sans doute devoir être décliné en exigences. Sans doute que vous aurez plusieurs exigences en face d'un besoin, peut-être plusieurs besoins. Donc cette liste va avoir tendance à s'étoffer. Et à cette liste, on va lier des points de vérification pour vérifier qu'on a bien couvert le besoin quand on aura réalisé les différents produits du projet. Dans les activités récurrentes, deux tâches essentielles. La première, celle qui consiste à revoir votre planification, l'ensemble de la structure et des informations que vous avez définies, pour pouvoir avoir une vision claire sur l'avancement de votre projet au fil du temps. La fréquence la plus adaptée est généralement la semaine. Évidemment, ça dépend un peu de la taille de votre projet, de la longueur, de la durée de votre projet. Si votre projet est sur plusieurs années, peut-être que la semaine sera un peu une fréquence trop élevée. Et par rapport à ça, une autre activité, sans doute, si vous avez un client, vous aurez besoin de le tenir au courant des avancements du projet. Et donc, la fréquence est de préférence la même que celle de la revue de votre avancement. Ensuite, nous avons la liste des risques. Ici, nous avons juste identifié, pour rappel, un risque et une opportunité, pour vous rappeler qu'il y a aussi des opportunités et des possibilités de faire mieux, de gagner plus d'argent, de gagner plus de temps. À vous de voir, de faire l'inventaire plus complet des opportunités et aussi des risques pour derrière associer des actions de réduction sur les risques ou d'amplification sur les opportunités. Dans la liste des décisions, alors les décisions en fait au niveau du projet, c'est les décisions importantes à prendre qui méritent d'être mûries, qui ont besoin d'avoir un certain nombre de points identifiés à l'avance, une méthode de décision, des critères de choix. Et donc la principale, c'est celle de lancer ou pas le projet. Et puis à la fin du projet, de vérifier si oui ou non ce que vous avez produit est acceptable, ce qui va nous permettre de clôturer le projet. Pardon. Dans la liste des plans d'action, on va retrouver les différentes phases du projet. Donc pour les ordonner, comme je les ai libellées avec des numéros, on peut trier par le nom de tâche. Par défaut, l'application trie par les dates d'échéance, ce qui permet d'avoir toujours en haut les choses les plus actuelles. Donc les différentes phases que vous allez retrouver, la phase de préétude qui va vous permettre de nous amener à la décision de lancer ou pas le projet et qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des informations dont on a besoin, notamment de savoir si la réalisation correspondant aux besoins est faisable. La deuxième phase, c'est la phase de conception. Quand on a lancé le projet, on va définir précisément tout ce qu'on va réaliser. Quand on sera au clair sur tout ce qu'on a à faire et comment on va le faire, on va pouvoir lancer la réalisation. Alors souvent on anticipe un peu. Les phases sont pas forcément séquentielles, elles peuvent se chevaucher.
Si on veut optimiser la durée du projet et les ressources, il y a juste des conditions qui font qu'on bascule d'une phase à une autre, mais souvent on a un petit chevauchement parce qu'on anticipe. Voilà. À partir de là, quand on a réalisé des choses et qu'elles deviennent testables, on va pouvoir passer en vérification. Et là, dans le projet, on a distingué vérification et validation, parce que la vérification, c'est en fait vérifier que ce qu'on a réalisé est conforme avec ce qu'on avait prévu de faire. La validation, elle, c'est la correspondance entre ce qu'on a réalisé et le besoin. Donc quand vous avez un client, vous allez faire une vérification de ce que vous avez fait. Le client va faire une validation de la correspondance à son besoin, en gros, schématiquement. Donc ces tâches, quand on va réaliser, on va avancer dans le projet, on va identifier des priorités, mais ça, comme c'est des phases, les priorités sont toutes les mêmes, il faut tout faire. Un avancement qu'on va pouvoir pointer et mettre à jour ici, des dates cibles de fin par rapport à nos différentes phases. Dans la liste des choses à faire, alors la liste des choses à faire, c'est quelque chose d'un peu fourre-tout. Là aussi, je vais trier par le nom. Mais on va retrouver en fait tous les éléments qui n'ont pas besoin d'être décrits en matière de date, d'avancement, etc. C'est une liste qui peut être utilisée pour poser ces différentes idées éventuellement parce que une tâche dans une liste donnée peut être basculée dans une autre liste, donc sa structure peut être changée. Ici, on va retrouver les différents livrables du projet. Les livrables, c'est en fait les choses qui sont produites souvent. On va parler de documentation, des documentations fondamentales qui vont être partagées avec le client ou qui vont permettre de savoir comment on travaille ou ce qu'on doit produire. Donc, typiquement, on va retrouver l'expression du besoin qui va être l'initiateur du projet. Ensuite, des éléments qui vont être produits par la préétude, etc., etc. Donc, on va voir un petit peu les liens en détail sur les différentes choses. Les livrables, le produit, alors le ou les produits, bien sûr, il se peut qu'il y en ait plusieurs, et il se peut aussi qu'on considère les composants d'un produit qui vont être assemblés. Donc, en gros, tout ce qu'on va devoir réaliser doit être inventorié et décrit. De la même façon, les points de vérification, on va les inventorier ici et pour pouvoir les relier aux choses à laquelle ça correspond en matière de besoin ou d'exigence. Ça nous permettra de vérifier la couverture des exigences, c'est-à-dire le fait qu'on réponde bien à l'ensemble des choses qui sont demandées. La liste des historiques, elle, va regrouper essentiellement ce qu'on appelle les jalons, c'est-à-dire les dates clés. Ça peut être des jalons de fin de phase, ça peut être des dates enfin des conditions de démarrage d'une phase, par exemple. On va retrouver ici les différents jalons principaux d'un projet. Alors, pour regarder un petit peu comment tout ça s'articule, le modèle lui fait les liens entre les différentes tâches. Et en fait, le découpage de ce modèle, il est fait par rapport aux phases du projet. Donc je reviens au niveau des phases, c'est-à-dire dans le plan d'action, je les remets à l'endroit. Et si je clique sur le bouton ici, je vais voir, on va basculer dans la page toutes les tâches en ne gardant que les tâches qui sont liées à celles que j'aurais sélectionnées. Donc quand je clique ici, je vais voir tous mes éléments liés à la première phase. Donc on retrouve la première phase ici. Et sur la droite, on a un symbole de lien qui nous permet de voir comment les choses sont liées, dans quel ordre. Donc en fait, cette phase de préétude, on s'aperçoit qu'elle est liée à l'expression du besoin. C'est logique, le client exprime son besoin au travers d'un document, parfois malheureusement trop synthétique, où il exprime son besoin, il définit ce qu'il attend.
Ça va nous permettre de lancer une phase de préétude. Et ensuite, on voit que les autres éléments sont directement à la suite de cette phase de préétude, qui sont les produits de cette phase d'étude. D'abord, la validation du besoin, ça c'est quelque chose d'important en gestion de projet. Il faut qu'on prouve quelque part qu'on a bien compris le besoin, qu'on a étudié la chose, qu'il est complet, que le client ne va pas changer d'avis tous les 4 matins au travers d'un petit delta, d'un petit post-it supplémentaire pour nous dire qu'il y a encore des choses à faire ou qu'il s'est trompé au départ. La phase de préétude va nous conduire souvent à vérifier qu'on est capable de réaliser les choses qui répondent aux besoins. Donc on étudie la faisabilité. Il va falloir savoir combien ça va nous coûter en charge de travail, on va dire, et qu'on va traduire ensuite en financier, en besoin, en ressources. Et puis, il va falloir qu'on établisse une estimation du calendrier de réalisation, donc positionner tout notre projet dans le temps au travers d'un planning. Voilà, donc ça c'est pour cette phase de préétude. Les boutons qui sont ici à gauche nous permettent de revenir dans les listes d'origine. Donc je clique ici pour revenir dans mon plan d'action. Si on jette un œil sur la phase de conception, cette fois on retourne avec tout ce qui est lié à ma phase de conception. Et si je regarde ici, là, je vois que ma phase de conception, elle est liée à la décision de lancement de projet, ce qui est tout à fait logique. À un moment donné, on arrête de travailler si on n'est pas d'accord avec le client sur ce qu'on va faire. Donc, éviter de travailler pour rien. Si le projet doit changer de périmètre de besoin, ça ne sert à rien de commencer une phase de conception, sachant qu'elle va être jetée à la poubelle dans tout ou partie. Voilà, et donc dans les suivantes, c'est-à-dire les produits de la phase de conception, en fait, on a, on a le lancement du projet, à un moment donné, grâce à la décision, on va dire on va lancer le projet. Alors elle n'est pas directement reliée à la décision parce que il faut aussi qu'on produise quelque part les conditions du lancement de projet. Souvent il s'agit d'un contrat ou quelque chose comme ça, et qu'il y a un décalage entre la décision et la production d'un contrat officiel. Voilà. La phase de conception va nous permettre de réaliser des spécifications qui vont correspondre à la description de tout ce qu'on va produire et comment on va le produire. Donc à partir de ces spécifications, il n'y aura plus qu'à, on va dire, bêtement réaliser, si j'ose dire, mais j'exagère beaucoup. Voilà. Ensuite, quelque part, en parallèle de la définition de ce qu'on va faire, il faut aussi qu'on définisse comment on va vérifier que ce qu'on a fait est correct. Donc on va anticiper les éléments de vérification, on va les décrire aussi. Parfois il faut même réaliser des choses pour pouvoir vérifier. Simplement pour supporter la vérification par des outils qu'on aura besoin de faire aussi. Ça arrive. Voilà pour cette phase de conception. Donc si je retourne dans ma liste et que je viens maintenant en réalisation, on va voir que ma réalisation qui est là, pof, elle est conditionnée en fait par la validation des spécifications. Autrement dit, tant que le client n'est pas d'accord sur ce qu'on va faire exactement, on évite de commencer des réalisations qui elles aussi pourraient être jetées à la poubelle si on n'a pas si on n'est pas au clair avec le client sur ce qu'il veut et vérifier que ça correspond à ce qu'il attend. Et donc en aval de la réalisation, nous avons la réalisation d'un produit ou d'un composant, évidemment, on en aura sans doute plusieurs. Voilà, si je reviens dans ma liste, la phase suivante, c'est la phase de vérification. Cette phase de vérification, eh bien, il n'y a rien qui l'initie a priori. Par contre, quand elle sera effectivement terminée ou avancée, à un moment donné, on va vérifier que tout ce qui est produit a bien été conforme.
Donc quelque part, il faut qu'on définisse des critères. Souvent, on n'est pas à 100% de qualité, mais on peut accepter qu'il nous manque des petites choses qu'on va potentiellement produire à la fin ou simplement laisser de côté. Et donc, cette décision va nous amener vers un jalon qu'on appelle la recevabilité. En gros, c'est la production quelque part d'un procès verbal qui nous dit voilà, l'application, elle est vérifiée, elle est correcte. Et à partir de là, on va aussi produire donc les résultats des tests qui vont tracer le fait que tout est conforme. Enfin, la phase de validation, elle, on y retourne, validation ici. Alors quelque part, la validation est faite par le client, ça suppose donc qu'on lui ait fourni ce qu'on avait produit. Donc la première étape, le déclencheur de la validation, c'est la livraison, qui peut potentiellement être partielle. On peut aussi avoir un découpage en plusieurs étapes. Si on veut commencer la validation le plus tôt possible, ça peut être très utile pour l'optimisation du projet. Mais en tout cas, quand on livre quelque chose, il faut qu'on puisse le tester. Donc il faut que ce soit relativement complet, même si c'est des morceaux, qu'on puisse faire fonctionner quand il s'agit d'un logiciel ou d'un produit quelconque. Donc voilà, la validation, elle va embrayer, elle va nous permettre d'accéder à la mise en service de ce qu'on aura produit. S'il s'agit d'une application, s'il s'agit d'un produit industriel, à un moment donné, on va pouvoir le mettre à disposition par exemple d'utilisateurs ou de techniciens, etc. Et puis, autre élément important, l'acceptation du produit par le client. C'est une acceptation formelle qui va nous permettre en fait d'accéder au jalon de la fin de projet. On peut dire qu'à partir du moment où le client est content et il est d'accord pour que le produit reste tel quel et qu'il fonctionne bien, le projet est terminé et ça va nous permettre de passer un petit peu au bilan de ce projet pour voir effectivement si tout ce qu'on a fait était bien conforme à ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on a dépassé les délais, est-ce qu'on a dépassé les budgets, etc., etc. Ce qui va nous permettre de nous améliorer pour le projet suivant. Voilà, nous avons fait le tour de ce modèle et de son mode de fonctionnement. Quand vous allez effectivement lancer votre projet, il va falloir positionner en tout cas les dates des différents éléments de manière prévisionnelle. Vous avez aussi possibilité au travers de la gestion du paramétrage, possibilité d'utiliser les chiffrages. Donc en basculant ici, vous allez pouvoir mettre des prix ou des charges de travail, ce qui va nous permettre, par exemple, dans la phase de préétude, on a vu qu'il fallait évaluer les charges de travail, on va pouvoir le faire ici. Par exemple, avec les chiffres en bleu clair. Et puis au fil de la réalisation du projet, on va consommer, entre guillemets, ce qu'on avait prévu en finance ou en charge de travail. On va pouvoir le positionner en bleu foncé et faire le comparatif entre les deux. Voilà un petit peu comment ça se passe. Autre point intéressant, si vous ne connaissez pas BeetleDo, en fait vous avez ici une page qui permet de faire la synthèse des choses qui sont à faire très rapidement. Alors comme on n'a fixé aucune date, évidemment, ça nous pose un problème. Mais si on avait, je prends une date par exemple ici, que je vais positionner à hier, et puis une autre que je vais positionner à aujourd'hui, c'est juste pour l'exemple. Hop, j'enregistre. Et puis la troisième, je la positionne à demain.
Donc là, on s'aperçoit que les dates sont en rouge quand la date est dépassée, en jaune quand c'est la date du jour et en noir quand la date est postérieure. Et quand on va dans cette page pour aujourd'hui, en fait, on va voir des blocs qui vont nous signifier que par rapport à la date d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en retard, il y a des choses qui sont à faire aujourd'hui, il y a des choses qui sont à faire dans la semaine qui vient. De même, on peut, au niveau des activités récurrentes, non pardon, au niveau des objectifs, si vous en avez plusieurs, vous avez ici un moyen de dire cet objectif-là, je le dois travailler dessus aujourd'hui. Et donc on le bascule et quand on retourne dans la synthèse, en fait, il apparaît comme les choses à faire avancer aujourd'hui. Voilà ce principe. Euh, et si vous voulez d'autres informations sur le fonctionnement de Beetle-Do, vous allez pouvoir les retrouver au travers des autres vidéos. Donc je vous remercie. Cette vidéo était un petit peu longue, mais c'était normal vu le sujet et sa complexité. À bientôt pour d'autres vidéos.